Mais avant, je voudrais rendre hommage à tous les maîtres qui nous ont accompagnés. J'étais là en 2012, pendant un mois, pour la préparation de mon concours d'agrégation. En 2020, le professeur Zabsonré, qui est aujourd'hui professeur titulaire, était là en 2020 aussi, pour la préparation donc, de son concours d'agrégation. Et donc, c'est vraiment l'occasion de rendre hommage à tous les maîtres. Certains sont ici. Et j'ai dû faire des planches devant eux. Ça n'a pas été toujours facile, mais ça a été bénéfique. Et je tiens à dire merci à tous mes maîtres. Alors, le comité d'organisation m'a demandé de faire une présentation sur donc l'épidémiologie des affections rhumatismales en Afrique. Il faut dire que c'est un sujet qui est complexe et qui est insuffisamment documenté. Donc, il fallait adopter une méthodologie. Et donc, j'ai dû faire des recherches sur tous les moteurs de recherche, hein. Google Scholar, PubMed, et CSpace, Recherche Rabbit, etc. Et rédiger des équations de recherche. Ces équations de recherche ne sont pas forcément optimales, mais il fallait faire des choix. Donc, j'ai fait le choix des revues systématiques et des méta-analyses et des cohortes d'une certaine envergure. Voilà. Et donc, il y a des études qui sont intéressantes, mais de petits échantillons qui ne sont pas donc inclus dans ma présentation. Alors donc, déjà, en ce qui concerne la définition, qu'est-ce que les affections donc rhumatismales? Je me suis référé à la classification internationale, hein, des maladies et donc par l'Organisation mondiale de la santé. C'est la CIM 11. Et la CIM 11 définit donc la définit comme un ensemble hétérogène d'affections touchant l'appareil locomoteur d'étiologie variable regroupées sous le chapitre des maladies du système musculo-squelettique et du tissu conjonctif. Et donc, c'est un ensemble de pathologies qui regroupe aussi bien les affections infectieuses, auto-inflammatoires, auto-immunes, néoplasiques, dysplasiques, et puis les autres, bien sûr, les affections mécaniques. Alors, il faut dire que ces affections rhumatismales constituent un fardeau au niveau mondial. C'est à peu près 1,630 milliard de personnes qui sont touchées dans le monde sur les 7 milliards que nous sommes. Et c'est la deuxième cause donc de handicap non fatal. L'incidence, par exemple, de la lombalgie mécanique, c'est 223 millions. Donc, de cas incidents dans le monde, c'était des données de 2009. Alors, il faut dire que c'est des données du GBD, c'est le Global Burden of Disease, c'est de 2021, qui donne donc ces chiffres-là. Alors, quelle est la particularité en Afrique subsaharienne? La particularité, c'est que on est parmi les pays où en termes de progression, la progression est la plus importante, avec ce que ils appellent le nombre d'années vécues avec une incapacité. Alors, nous avons 323 pour 100 000 personnes d'années vécues avec incapacité. C'est des composites qui montrent comment les affections peuvent être handicapantes et donc retentir sur la qualité donc de vie. Alors, ici, juste montrer que en ce qui concerne les affections dégénératives, il est connu pour toutes. C'est la lombalgie qui est la première cause donc de consultation en rhumatologie, la première cause donc surtout pour ce qui est des maladies dégénératives. Et au Burkina Faso, nous avons fait une étude de cohorte qui a sur 23 550 patients, et la lombalgie était en première position avec environ 59 donc, %
des patients. Et quand on regarde, l'âge moyen des patients était de 51 ans, avec un écart type de 14 à peu près, et un sexe ratio de 0,53. Ça veut dire qu'on avait plus de femmes donc que d'hommes. Alors, si on poursuit et on va voir un peu des méta-analyses des revues qui ont été faites, et la plupart des données dont je vous présente, voilà, je vais le dire, sont des données hospitalières. C'est des méta et des revues systématiques faites sur des données hospitalières. Je vous parlerai des limites. Alors, cette première étude qui est Scopus Review épidémiologique chronique Lockbauer Eamon Black. C'est une étude qui a été publiée dans le journal environnemental en 2023 qui analyse la prévalence de la lombalgie chronique chez les adultes en Afrique subsaharienne. Elle relève donc une prévalence qui est comprise entre 18 et 28%. Et comme on l'a vu au niveau du Burkina, c'est les femmes qui étaient les plus touchées. Alors, quand on essaie de voir quelle est la place de cette pathologie en milieu professionnel, on se rend compte que il y a environ, les prévalences, quand on les poule, prévalence poulée est de 55% chez les travailleurs, ça varie de 34,5% au niveau du Ghana et 61% au niveau de l'Ouganda. Mais les facteurs de risque sont également connus, c'est le travail physique, intense, c'est les postures inadaptées, c'est les facteurs psychosociaux, c'est aussi la paupérisation, etc., qui contribuent énormément donc à l'émergence et la réémergence donc, de ces pathologies. Alors, toujours en ce qui concerne les pathologies dégénératives, le deuxième motif de consultation des pathologies dégénératives, c'est bien sûr l'arthrose. Et c'est les arthroses périphériques. Et là, nous avons une étude qui nous montre que la prévalence, donc, est de 14,2% environ. La gonarthrose reste donc le chef de file. En témoigne cette étude faite au niveau du Cameroun, qui montre 9,9% des consultations rhumatologiques. Et l'étude faite au niveau du Nigeria, qui montre 11,5% en population générale. Et là, également, malheureusement, il y a 2 fois plus de femmes touchées que d'hommes. Alors, ce qui est intéressant lorsqu'on analyse cette étude-là, c'est que les patients viennent en consultation de manière tardive. On a des gonarthroses à un stade 3 et 4 de la classification de Kellgren, 35,5% des patients, et c'est un retard à la consultation qui rend difficile la prise en charge, surtout que la disponibilité des prothèses, l'accessibilité est assez difficile. Et ces patientes ont un phénotype particulier, c'est l'obésité, qui est retrouvée dans 52% de toutes ces études sur les arthroses périphériques. Cette obésité s'explique par la perception que nous avons de l'image de l'obésité qui est perçue comme un signe d'aisance sociale. Alors, en ce qui concerne les rhumatismes inflammatoires, la polyarthrite en reste donc le chef de file, hein. Donc, avec une prévalence qui diffère du milieu rural au milieu donc et dans nos villes. Alors là aussi, c'est une vérité qui est déjà connue de longue date, hein. Il y a de nombreuses études réalisées surtout en Afrique du Sud qui montrent que la polyarthrite rhumatoïde semble rare en milieu rural comparativement au milieu urbain. Et ça peut s'expliquer parce que de plus en plus, au Burkina, nous avons des collègues qui ont fait des études sur l'environnement. On a des microparticules, les PM10 notamment, qui sont plus présents en milieu urbain qu'en milieu rural. Et c'est possible que donc ces microparticules-là participent. La polyarthrite, la prédominance, elle est connue, c'est plus 6 femmes pour un homme. Le profil clinique que relève donc
cette méta-analyse-là, c'est que leur état diagnostique est important, c'est de 3 à 13 ans, et ça veut dire que c'est des patients qui viennent déjà avec des lésions érosives, des déformations importantes, ce qui complique davantage la prise en charge. Là, par exemple, les érosions étaient présentes sur 50% environ au diagnostic, avec une activité qui est modérée à élevée, donc à la première consultation, en sachant que nous ne disposons pas de biothérapie dans le contexte. L'accessibilité financière est assez difficile. Alors, les particularités génétiques, c'est que le portage de HLA-DR4 semble rare en Afrique subsaharienne. Cette méta-analyse montre qu'elle est inférieure à 1%. Et donc, on imagine que les mécanismes pathogéniques peuvent être différents de ce qu'on voit en milieu caucasien que ce qu'on voit en milieu africain. Et c'est vrai que, bon, de plus en plus, sur le plan physio- et éthiopathogénie, il y a beaucoup de débats sur l'épigénétique, tout ce qui se passe au niveau du tract digestif, mais aussi ce qui se passe au niveau buccal avec les atteintes gingivales et la place du port fulminaire gingivalis, donc dans la pathogénie donc de cette affection-là. Alors, en ce qui concerne le lupus c'est la maladie que nous partageons bien sûr avec nos collègues la médecine interne, mais également nos collègues en néphrologie, en dermatologie. Et il faut saluer cette étude-là qui a été faite par des jeunes. C'est des jeunes médecins internistes qui sont d'origine camerounaise. C'est des jeunes camerounais que j'ai l'honneur de connaître et de travailler avec eux de temps en temps, qui ont fait cette méta-analyse qui permet de voir un peu quelle est la place du lupus. Donc, sur le continent africain. Alors, la prévalence, bien sûr, en milieu hospitalier toujours, est de 1,7% environ. Et on se rend compte que les anticorps sont à peu près les mêmes, bien que nous ayons, ce qui est étrange, des anticorps anti-SM environ à 50%, alors que chez le sujet caucasien, les anti-SM sont autour de 20%. Alors, c'est des particularités génétiques qu'il faut que nous puissions approfondir pour voir un peu, est-ce que sur le plan éthio- et physiopathogénie, est-ce qu'il y a des différences qui expliquent? Alors, toujours en ce qui concerne le lupus, l'âge moyen, c'est de 28 à 36 ans, avec là encore une particularité, c'est qu'on a un sexe ratio. Là, si on inverse, on fait femme-homme, on voit que c'est 18 femmes pour un homme à 32 femmes pour un homme. Donc, c'est énorme. C'est vraiment une pathologie d'abord de la femme, même si dans les séries caucasiennes, c'est plutôt 9 femmes pour un homme. Mais là, nous avons vraiment des écarts qui sont importants. Il y a les manifestations qui dominent, c'est des arthrites, 70 à 90%, les signes cutanés, les atteintes rénales, mais toujours un retard diagnostique important, lié à l'accessibilité. C'est l'accessibilité aux soins, c'est l'accessibilité financière, c'est l'accessibilité aussi aux ressources humaines qui posent problème. Nous avons une mortalité qui est de 10,3% liée aux infections liées à l'atteinte rénale. Alors, il se trouve que là, nous sommes en train d'étudier un peu, de faire une analyse de survie des lupiques au niveau du pays, au niveau du Burkina. C'est un travail que nous allons finaliser dans 1 mois, 2 mois, une analyse de survie pour voir le temps un peu de vie et le temps de survie donc de ces patientes. Alors, abordons toujours dans le cadre des rhumatismes inflammatoires les spondyloarthropathies. Alors, les spondyloarthropathies, le chef de file, c'est la spondylarthrite ankylosante, qui est supposée extrêmement rare chez le noir africain. C'est ce que la littérature occidentale nous dit. Alors, là, nous avons essayé de mener une étude. C'est une étude que le Burkina a menée en collaboration avec la Martinique, parce que nous sommes dans une dynamique de créer un consortium mondial
pour faire des études sur les afro-descendants. Parce que la littératie, notamment en rhumatologie, exclut un peu les afro-descendants. Et donc, nous sommes en train de créer ce consortium-là pour aller. Et donc, nous avons eu donc l'honneur et la chance donc de faire cette étude avec une équipe martiniquaise. Alors, on se rend compte que le portage du HLA-B27, c'est 1% environ en population noire africaine, et que si dans les années 70 à 90, les séries étaient dominées par les spondylarthrites ankylosantes, à partir de 2000, c'est plutôt les arthrites réactionnels et les spondylarthrites indifférenciés qui sont plutôt diagnostiqués. Mais la rareté de HLA-B27 pose un problème en termes de critères. Les critères ASAS ont une entrée HLA-B27 qui fait que souvent pour nous, ça va être difficile pour les séries africaines si on veut essayer de classer ces pathologies, vu que le HLA-B27 est un peu plus rare donc dans nos séries africaines. Alors, mais de façon quand même exceptionnelle, il y a une étude qui vient du Sénégal qui a rapporté quand même 770 patients qui souffraient donc de spondyloarthropathie. C'est une étude faite entre 2012 et 2020. Ce qui aussi est exceptionnel, c'est la prédominance féminine. Alors qu'on sait que les spondyloarthropathies, la prédominance est d'abord masculine, mais là, on a une prédominance féminine et dans 64,5%. Et la spondylarthrite ankylosante était la forme la plus fréquente, 84%. Syndrome inflammatoire biologique important, 77,27%. Et puis, un traitement conventionnel majeur qui a été fait. Alors, en dehors des spondyloarthropathies, qu'en est-il de l'arthrite juvénile idiopathique? Alors, nous savons tous que la rhumatologie africaine n'est pas encore dans un essor très important. Alors, la rhumatologie pédiatrique en particulier n'existe pratiquement pas. Il y a certains de nos collègues qui s'y intéressent, mais elle n'est pas si présente que ça. Alors, donc, en ce qui concerne les arthrites juvéniles, l'épidémiologie, la prévalence en Afrique, c'est de 3,43 pour 100 000 personnes environ, avec une incidence en Afrique, mais aussi au Moyen-Orient, d'à peu près la même chose, inférieure à 3,43. Les données, comme je l'ai dit, sont quasi exclusivement hospitalières, avec là aussi une prédominance qui est plutôt féminine, 1,6/1, et des sous-types particuliers, notamment la forme oligo-articulaire qui fait 37,8%, la forme polyarthrite avec facteur rhumatoïde négatif qui fait 22,4%, et puis la forme systémique qui fait environ 16,9%. Alors, qu'en est-il également, toujours dans les rhumatismes inflammatoires, de la myopathie inflammatoire? C'est vrai que les myopathies, on les voit en consultation de rhumatologie, mais aussi on les voit en médecine interne et dans d'autres domaines. Alors, et cette revue systématique-là a inclus 39 études et recensé 683 cas en Afrique. L'incidence est de 7,5 pour 1 million de personnes années environ. L'incidence de la polymyosite, c'est 8,8 pour 1 million de personnes années, avec un profil clinique qui est féminin, 50 à 100% des patients, un âge diagnostique de 7,9 à 57 ans. Alors là aussi, les anticorps sont notamment caractérisés par des anti-JO1, les JO1 qui sont retrouvés dans 7 à 10%, les anti-Mi 2 à 17, avec une mortalité élevée, 7,8 à 45%, le cancer, les atteintes respiratoires et cardiovasculaires. Et quand on analyse un peu les causes, les décès par cancer sont liés probablement à des
a des défauts de prise en charge, parce que devant toute myopathie inflammatoire, il faut checker. Il faut rechercher d'abord une néoplasie, parce que la plupart des myopathies rentrent souvent dans le cadre des syndromes paranéoplasiques. Donc, il faut aller chercher, et donc ça évite donc des décès par cancer. La sclérodermie a été étudiée dans cette série, 91 publications, 1884 patients, prédominance féminine, ce qui est logique. L'âge est de 4 à 77 ans. Les particularités, c'est la forme diffuse qui prédomine, donc c'est vraiment une forme systémique. Mais ça aussi, c'est logique, parce que c'est des études qui ont été faites en rhumatologie ou en médecine interne. Et donc, ce que nous voyons, c'est des formes systémiques, tandis que les dermatologues vont voir les formes localisées, les formes peu, localisées, etc. Alors, les manifestations viscérales, c'est le phénomène de Raynaud. Quand même à 78%, ce qui est étrange parce que nous sommes dans des pays chauds où on espérait que le syndrome de Raynaud allait être beaucoup moins fréquent. Mais là, nous avons 78%, nous avons des ulcérations à 42%, et nous avons la pneumopathie interstitielle quand même qui fait 50%. On sait que la pneumopathie interstitielle diffuse, elle est cause de mortalité parce que elle est souvent difficile à prendre en charge. Alors, venons donc aux arthropathies micro-cristallines. Alors, j'ai en mémoire cette étude du professeur Bileko, si je me souviens bien, qui avait montré que la goutte était le premier rhumatisme inflammatoire dans le pays ici, au niveau du Congo. Et c'est vrai que c'est une étude qui date de longtemps. Et à l'époque, j'étais encore un DS. Et quand je lisais cette étude, ça m'a surpris. Je me suis dit, mais dis donc, le Congo, ils n'ont pas de polyarthrite rhumatoïde, mais ils ont des patients qui souffrent de gouttes. Et donc, à l'époque, on menait une réflexion un peu tordue. On s'est dit, mais donc, les Congolais, ils mangent bien, ils vivent bien. Parce que la goutte, c'est d'abord une pathologie du vivant, du bon vivant, de celui qui mange bien, celui qui consomme bien. Alors, mais je pense que actuellement, les choses ont changé. Mais je ne sais pas si ça a changé dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Parce que je préfère encore vivre de gouttes et bien que de ne pas vivre de gouttes. Voilà. Et donc, en termes de fréquence, cette revue systématique, nous l'avons fait chez nous. C'est mon équipe qui a conduit cette revue. Et là, je profite pour encourager les jeunes. Ceux qui ont fait cette revue systématique, c'est des DS. Hein. C'est des DS. Nous, on était là pour les accompagner, mais c'est des DS qui ont fait la revue systématique. Et donc, vraiment, les jeunes, il faut que vous puissiez vous mettre, parce que ça nous permet d'avoir des données. Permet d'avoir des données, même si c'est des données imparfaites, ça nous permet quand même d'avoir des données qu'on peut améliorer au fil du temps. Et donc, cette revue systématique a permis de montrer que les fréquences les plus élevées, c'est au niveau du Mali. Le Mali, ça fait 11,87%. La République démocratique du Congo, 9,3%. Le Cameroun, 5%, bien sûr, avec une prédominance masculine, hein, plus de 87%. Et l'âge moyen, c'est 53 à peu près %. Et pour cette revue systématique, voici les pays qui ont participé donc à cette étude-là. Alors, toujours en ce qui concerne la goutte, la durée d'évolution avant le diagnostic, c'est de 5 à 34 mois. Alors, là aussi, il y a une particularité, c'est que la recherche de cristaux durant de sodium dans le liquide articulaire n'a été faite que dans 85% des cas. Et c'est dire que le diagnostic a été basé sur la clinique et puis sur le bilan biologique. Alors là aussi, il faut faire très attention parce que, comme on le sait, toute hyperuricémie n'est pas une goutte. Donc, il faut avoir tendance, il faut vraiment chercher des cristaux.
Alors, on avait une uricémie moyenne qui était de 510 micromoles. Les facteurs de risque sont connus, c'est l'urbanisation, hein, c'est l'alcool, c'est le syndrome métabolique, parce qu'on a quand même, malgré tout ce que on peut dire, on a une amélioration des conditions de vie. Et souvent, cette amélioration des conditions de vie s'accompagne aussi des pathologies telles que les syndromes métaboliques. On a l'hypertension artérielle, l'obésité, l'insuffisance rénale, la prescription de diurétiques. Là encore, je reviens. Et quand nos collègues de la cardiologie prescrivent des diurétiques, les diurétiques sont connus pour être hyperuricémiants. Voilà, donc, et là, donc, ça participe à l'augmentation de la prévalence de la goutte. Et puis, l'alimentation occidentalisée, les viandes, les fructoses, les sodas. Et donc, peut-être que sur le plan alimentaire, il faut qu'on revienne à ce que nous on appelle l'endogénicité. Il faut qu'on revienne à nos alimentations qu'on a connues quand on était tout petit dans les villages. Alors, en ce qui concerne les maladies, les pathologies métaboliques, on en discutait hier, et l'ostéoporose a fait l'objet d'une méta-analyse, hein, et cette méta-analyse montre qu'elle n'est pas si absente que ça. Donc, en Afrique, c'est des études faites en Tanzanie et en Ouganda qui montrent que plus on augmente en âge, plus on a un risque de faire une ostéoporose. Mais c'est vrai que quand on analyse cette étude, en termes de score, les T-scores comparés au sujet caucasien montrent que les T-scores sont moins importants que dans nos contextes que chez les sujets caucasiens. Mais l'hypothèse, c'est que la masse osseuse africaine est plus importante au début. Donc, elle se perd plus lentement que chez les sujets caucasiens. Mais nous avons effectivement des ostéoporoses. Alors, en ce qui concerne les infections, c'est la pathologie la plus fréquente. Hein. En hospitalisation, nous avons. Et là, c'est une revue systématique que nous sommes en train de faire au niveau du service. Actuellement, on l'a envoyé pour une publication. Voici les pays qui ont été inclus dans l'étude. C'est 53 études, c'est 20 pays d'Afrique subsaharienne, c'est 10 443 patients. Et le délai de consultation est de 14 jours environ. Le genou, c'est l'articulation la plus atteinte dans 41%, puis vient la hanche. Alors, le germe, c'est quelque chose de connu aussi. C'est le même germe qu'on retrouve un peu partout dans le monde. Alors, il y a des facteurs favorisants chez nous, dans les pays africains, notamment la drépanocytose, 17,1%, l'infection à VIH dans 7%, mais quand même avec un taux de guérison qui est assez bon, 93%, et avec quand même des séquelles dans 18% environ. Et les infections sont dominées par le mal de porte. Là aussi, c'est quelque chose de classique. Alors, nous avons tenu à présenter cette belle étude de l'équipe de Brazzaville, quand même, qui a porté sur 110 patients diagnostiqués en 4 ans, soit une fréquence hospitalière de 6,4, prédominance masculine, âge moyen 46 ans, avec un délai diagnostique moyen de 6 mois quand même. 6 mois, c'est long, hein. 6 mois, ça veut dire que c'est des patients qui viennent déjà avec une atteinte, une spondylodicite importante, avec une déformation, avec des risques de séquelles. Les risques de séquelles sont importants. Voilà. Alors, toujours dans les infections, les post-infections, le rhumatisme articulaire aigu a fait l'objet également d'une méta-analyse et d'une revue systématique et méta. Prévalence coulée 1% environ. Et surtout, la complication la plus importante, c'est la cardiopathie qui est assez fréquente. J'échangeais justement avec le chirurgien cardiaque de l'équipe du Burkina qui me disait que quand il faut la chirurgie du cœur, c'est surtout ça. C'est surtout les atteintes au niveau des dues justement au rhumatisme articulaire aigu.
Et donc, ça touche principalement l'enfant, on le sait. Et là aussi, les germes sont connus. Les facteurs favorisants, c'est la pauvreté, c'est la surpopulation, c'est le défaut de prise en charge, etc. Alors, mais maintenant, quelles sont les ressources? Quelles sont les ressources? Parce que tout ce retard à la consultation est lié aussi au problème de ressources. Et d'abord, les ressources humaines. Les ressources humaines, alors ça, c'est une petite étude que nous avons fait en 2015. On l'a fait vraiment avec l'ensemble des pays africains. Donc, vous verrez les noms de tous les pays africains, Frossen Ziba, Diloko, tout le monde a participé à ces études-là. Et on a pris pays par pays, on a essayé de voir la population, le PIB, on a essayé de voir le nombre de rhumatologues. À l'époque, il y avait 50 pour tous les pays africains au sud du Sahara. On n'inclut pas l'Afrique du Sud, on n'inclut pas l'Afrique du Nord. Donc, il y avait que une cinquantaine. Les moyens diagnostiques, on avait peu qui avaient même des imageries par résonance magnétique. Les anticorps, peu avaient ça. Le méthotrexate, qui est le traitement d'ancrage, la polyarthrite, il y avait peu. Et en termes de biothérapie, pratiquement aucun pays ne disposait de biothérapie. Et donc, le gros défi, c'est le déficit en rhumatologues. Il y avait moins d'un rhumatologue pour 5 millions d'habitants. Pour certains pays, la majorité des patients étaient pris en charge par des internistes, heureusement des médecins généralistes ou des chirurgiens orthopédistes. Il y avait un sous-diagnostic et c'est pourquoi nous avons, la plupart de nos études sont des études hospitalières ou des études rétrospectives. Il y a une absence quasi totale d'études en population. Et ça, c'est vraiment un de gap qu'il faut combler. Et les essais cliniques, l'Afrique ne participe pas à la plupart du temps au recrutement quand on fait des essais cliniques sur le plan international. Alors, donc, les perspectives, avant de conclure, les perspectives en termes de recherche, c'est de développer des études populationnelles multicentriques. Je pense que c'est là où il faut qu'on aille si on veut s'en sortir. C'est de créer des registres nationaux de rhumatologie. C'est d'intégrer l'Afrique subsaharienne dans les essais cliniques internationaux. C'est de promouvoir aussi la recherche sud-sud. Même entre nous, sud-sud, on peut faire de la recherche de bon niveau. Alors, en termes de formation, c'est d'augmenter le nombre de rhumatologues. L'objectif, 1 pour 100 000 habitants environ, c'est de former des médecins généralistes et internistes, donc au dépistage précoce de certaines des affections rhumatologiques. C'est de développer la télémédecine et valoriser l'intelligence artificielle en rhumatologie aussi, parce qu'on peut arriver à faire des diagnostics, même si le patient est dans un village éloigné, inaccessible, on peut, à l'aide de l'intelligence artificielle et de la télémédecine, faire des diagnostics. Le plaidoyer, c'est d'intégrer les maladies rhumatismales dans les priorités de l'OMS et des Nations Unies. Important, inclure les DIMA dans les listes nationales de médicaments essentiels, faire le plaidoyer pour l'accès aux biosimilaires comme alternative donc aux biothérapies qui coûtent énormément cher. Alors en conclusion, les affections rhumatismales en Afrique subsaharienne constituent un fardeau qui est diversifié. Les rhumatismes inflammatoires, les affections infectieuses, les maladies systémiques sont en nette augmentation, portées par la transition épidémiologique, ça il faut le savoir, et l'urbanisation. Les défis restent immenses, c'est la pénurie donc en personnel, donc en rhumatologue, c'est le retard diagnostique, c'est l'inaccessibilité aux soins de qualité. Et la recherche africaine locale ouvre quand même des perspectives concrètes. Je pense que les jeunes vont relever ce défi-là. Alors, je suis au terme de cette présentation. Je vous remercie de votre aimable attention.